Nous allons maintenant avoir le plaisir d'accueillir Nadine Vigourou et le docteur Pierre Rumeau pour un petit point d'étape sur le Géron Technologie en faveur du bien vieillir, cadre, évolution et enjeux. Donc, bonjour, hop, vous m'entendez? Oui. Donc c'est moi qui ai la charge de commencer. Alors, pour commencer, je voudrais remercier le professeur Vélas parce qu'il a eu de la vision. Il y a maintenant, ça fait plus d'une quinzaine d'années, il a accepté que Nadine Vigourou, qui est chercheure CNRS, informaticienne, rejoigne officiellement le laboratoire de gérontechnologie que nous avons au Gérontopole. Donc vous voyez, dans le sujet, on avait parlé de les gérontechnologies. Et en fait, je vais m'appuyer sur la définition qui avait été donnée par la Société française de technologie pour l'autonomie et de gérontechnologie et utiliser le singulier. En effet, la gérontechnologie, ce n'est pas des bidules dans tous les sens, c'est une discipline. Et donc, nous sommes à la croisée de la gérontologie d'une part et des technologies d'autre part. Et notre objectif, c'est de mettre à disposition des outils, mais surtout des services. C'est-à-dire qu'un outil, il n'est pas tout seul dans l'espace, il va permettre de fournir aux personnes des services, et ces services vont permettre de répondre à des besoins. La pertinence des technologies pour le vieillissement, de la gérontechnologie en termes de fourniture de services, je pense qu'on peut reprendre pour l'évaluer la proposition du laboratoire américain CREATE et de le voir sous forme d'amélioration, je dirais même d'optimisation. Et on a 6 axes. Le premier axe, comme il y a beaucoup de gens qui sont dans le soin ici, je vais dire, c'est la médecine préventive, la prédictive. C'est tout ce on vient de parler, hein, la télémédecine, pas seulement pour le Covid, mais aussi pour avoir une vision plus écologique du patient en incluant dans la téléconsultation les gens qui le soignent au quotidien. C'est aussi les applications et chatbots. Hein. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous en citer une que tout le monde a à l'esprit. C'est aussi le deuxième aspect, la communication. Alors, on vient d'en parler, M. Pont vient d'en parler largement. C'est communication, pas le n'importe quoi. C'est la communication efficace d'information, pas juste de bruit, et dans un cadre sécurisé et interopérable. Donc là, forcément, M. Pont en a déjà parlé, hein, mais c'est la messagerie sécurisée citoyen qui est, grâce à l'action notamment du groupement d'intérêt public e-santé Occitanie, est efficace, active, aujourd'hui. Tout le monde ne le sait pas encore, mais ça fonctionne. Si vous allez sur Medimel, vous le voyez. Ensuite, il y a un élément qu'on a eu longtemps tendance à mettre de côté parce qu'on avait peut-être une vision de pays qui voyait l'âge de la retraite comme une limite, tel un couperet où on arrêtait l'activité. Je crois qu'il y a un élément très important maintenant dans les technologies, c'est rester actif. Et ce n'est pas juste le télétravail pour les gens qui ont 35 ans. C'est aussi la possibilité, par exemple, de garder un investissement associatif ou, comme disait M. Vélas, de continuer à travailler dans son bureau de tabac qui permet de maintenir de l'activité dans le village et arriver à le faire malgré des difficultés administratives grâce à des technologies adaptées et pas des technologies qui vont exclure. C'est aussi
maintenir les activités quotidiennes. Donc là, on est un peu comme le travail, hein. C'est optimiser, faciliter. Et puis, il y a 2 derniers points qui sont, à mon sens, très importants, qui sont liés entre eux, qui sont liés avec cette notion, allez, tant pis, je vais utiliser le terme anglais, même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et que nous sommes ici qu'entre-Européens, c'est l'empowerment. C'est-à-dire que de permettre, quel que soit l'âge, de continuer à apprendre. C'est aussi, sur une version un petit peu différente, c'est de réfléchir à comment faire de façon ludique, aisée, des moyens de... Alors, entraînement cognitif, j'ai du mal à le dire parce que les preuves scientifiques sont encore un peu limitées, mais au moins de maintenir une activité cognitive, de permettre aussi aux gens la notion d'engagement qui va un peu plus loin, c'est-à-dire de permettre aux gens vraiment de bénéficier de leurs fonctions cognitives pour continuer à avoir une activité. Hein, alors c'est extrême, mais si je prends un exemple extrême, l'extrême de l'absence d'engagement, c'est l'apragmatisme dans la maladie d'Alzheimer. Eh bien, on doit lutter contre tous ces manques de participation au sens de la classification internationale des fonctionnements de l'OMS. Donc là, bon ben voilà, hein, j'ai fait comme tout le monde, je vous ai mis plein d'exemples de ce qu'on peut faire. Je vais attirer votre attention sur un petit exemple qui me tient énormément à cœur. Vous voyez, ce déambulateur-là, c'est un déambulateur qui paraît ultra simple. Donc là, on a commencé à travailler là-dessus en 1998 à l'hôpital Charles-Foy à Ivry-sur-Seine avec le docteur Viviane Pasqui, qui est une roboticienne. Et vous voyez, ça, maintenant, c'est un des grands succès de la French Tech. Ce déambulateur qui permet à des gens qui sont capables de se lever qu'avec une aide humaine, et en général, c'est 2 personnes pour les lever, et bien, ce déambulateur, actuellement, il est sur le marché, il coûte moins cher qu'un fauteuil roulant électrique. Donc vous voyez, ça c'est un vrai succès. C'est-à-dire on a fait de la technologie, vous voyez, on ne voit rien là. Là-dedans, il y a de la robotique, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des calculs automatiques, il y a de l'apprentissage machine. Vous ne voyez rien. Et ça coûte le prix d'un outil de rééducation banal, et c'est marqué CE médical. Ça, c'est un succès français. Ça a pris 25 ans, c'était super innovant, c'est toujours super innovant 25 ans après. Le problème, je dirais, c'est que quand on regarde, c'est un peu ce que vous avez tous constaté, c'est que ceux que l'on appelle les vieux, hein, soyons fous, sont victimes d'une inégalité face à l'accès à la technologie. Et donc, si on veut, comme dit M. Pont, être mu d'abord par l'éthique, il faut que nous réfléchissions pourquoi. Et donc, en gros, il y a 2 hypothèses. Alors, on va commencer par une hypothèse. On va dire, ouais, les vieux, ils ne sont pas capables d'apprendre. Donc, s'ils ont appris à 40 ans, ils seront capables d'utiliser à 80. Voilà. Eh bien, c'est pas vrai. Ça serait trop simple. Parce que on voit, notamment maintenant que les technologies sont suffisamment anciennes, qu'il y a des gens qui savaient faire et qui ne savent plus. Et c'est pas qu'ils savent plus, c'est qu'ils peuvent plus. Parce que quand vous avez un écran comme ça, hein, de smartphone, eh ben je suis désolé, mais moi déjà qui commence à être presbyte, il faut que j'enlève mes lunettes pour y voir. Eh bien c'est tout bête.
Quand on a une presbyacousie, on est gêné pour entendre. Quand on a le vieillissement cutané normal qui modifie les propriétés de la peau, on n'est plus capable d'avoir le doigt qui est détecté par l'écran du smartphone ou de la tablette. Si vous vous en regardez un petit peu, dès qu'on a, et il y a des gens qui ont les doigts secs avant, eh bien qui sont obligés des fois de cliquer 4-5 fois avant que l'application déclenche. Et il y a des solutions. Donc, si on continue, en fait, on va voir que si on veut lutter contre cette inégalité d'accès aux technologies, eh bien, il va falloir déjà avoir des sujets plus âgés dans l'espace de conception. C'est-à-dire, on ne conçoit pas des outils technologiques, quels qu'ils soient, même grand public, uniquement avec des geeks de 25 ans. Donc il faut avoir, dès le début, un design inclusif basé sur l'expérience d'usage. Deuxième chose, les personnes âgées, et oui, ont des déficiences. Ces déficiences vont amener, si on y prend garde, des défauts de participation. Donc, il faut mettre en place des facilitateurs. Je reparle encore de la classification internationale des fonctionnements de l'OMS. Et donc, dès la conception, il faut avoir une accessibilité native. Donc, un peu ces grands principes, c'est ce que nous avons mis en place dans nos recherches avec Nadine Vigourou. Et donc, je vais lui faire la passe. Comme ça, elle va vous présenter quelques recherches que nous avons faites, certaines qui datent de plus de 15 ans. Donc, pour étayer les propos de mon collègue, le docteur Pierre Rumeau, effectivement, je vais vous rapporter une étude sur l'accessibilité d'un système de pointage que vous avez tous utilisé ou que vous utilisez tous encore, qui est la souris. Et cette souris, effectivement, est-ce qu'elle est utilisable par les personnes âgées, voire très âgées, avec ou sans troubles cognitifs? Alors cette étude, elle a été conduite donc au Gérontopole, donc de Toulouse. C'est une étude qui... Qu'est-ce qui se passe là? Non. Donc c'est une étude... Non, attends. Ça t'a fait... Regarde là. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est une étude donc, qui a donc, été conduite au Gérontopole de Toulouse avec 19 personnes. L'objectif de cette étude, c'était d'étudier les aptitudes des sujets dans une tâche simple qui est un déplacement d'objets. Et ce déplacement d'objets, c'était donc le réaliser au moyen de 3 techniques de pointage. La souris, donc effectivement vous pointez votre sucre et puis vous pointez, vous pointez la tasse dans laquelle vous voulez mettre votre sucre. Vous avez une technique de pointage qui est aujourd'hui développée sur les smartphones, qui est le drag and drop, et une technique de pointage que nous avions développée donc, avec mon collègue Frédéric Vella, qui est aussi chercheur à l'IRIT, qui est une technique d'aimantation. C'est-à-dire quand je vais pointer mon objet, en fait, il va rester attaché, et donc la réalisation de la technique d'interaction, ça va être tout simplement le mouvement. Donc ces 3 techniques ont été donc soumises, elles ont d'abord été apprises, initiées, donc à chacun des participants. Et puis nous avons réalisé de manière aléatoire donc 3 essais avec une population donc de personnes âgées, donc de contrôle, donc un MMS normal, dit MCI, donc avec un MMS supérieur à 26, et 2 sous-populations de personnes donc avec des troubles Alzheimer, donc avec un MMS supérieur à 15 et inférieur à 20, et un MMS donc supérieur à 7 et inférieur à 10. Alors, un premier résultat qui est important, c'est de dire qu'effectivement, le clicking
c'est-à-dire le pointage classique, il n'y a pas de différenciation, quelle que soit la technique d'interaction. Par contre, si on utilise le drag and drop, qui est effectivement la technologie d'interaction qui se développe sur les tablettes et les smartphones, eh bien, notre population de MCI et de personnes Alzheimer, effectivement, est mise en difficulté, comme vous pouvez le voir ici, avec un temps de réalisation 2 fois plus important. Par contre, si on utilise effectivement le clic à clic, c'est-à-dire la technique de magnétisation, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, les MCI et les personnes Alzheimer, effectivement, vont se retrouver dans une situation d'accessibilité identique à nos personnes de contrôle qui n'avaient aucune difficulté. Donc cette étude-là montre la nécessité très importante quand on va concevoir des outils technologiques. Effectivement, c'est donc de bien définir ce qui est important dans un système interactif, quel qu'il soit, c'est effectivement cette question d'accessibilité, aussi bien dans un mode d'interaction, c'est-à-dire j'agis sur le système interactif, mais également, on n'a pas le temps dans le cadre de s'exposer, mais aussi travailler sur le retour du système interactif, c'est-à-dire le retour d'informations que va donner, donc en mettant, comme nous l'avons fait dans notre exposé, donc une mise en science en favorisant donc un fond noir et un caractère blanc pour la lecture donc, des caractères. Bon, alors une deuxième étude donc, qui a été plus récente et qui est encore en cours. Donc effectivement, cette étude-là, elle a pour objectif d'étudier, toujours pareil dans cette même philosophie de l'accessibilité, c'est d'étudier finalement le smartphone et la tablette seront demain les supports d'interaction des personnes âgées, voire des personnes très âgées. Et donc, ce que nous avons voulu faire dans cette étude-là, c'était d'étudier 2 techniques d'interaction, d'étudier l'interaction au doigt et au stylet. Et quelque chose qui est très important quand on travaille sur l'ergonomie, c'est aussi la position de mon écran. Vous avez vu tout à l'heure, l'écran m'a posé problème. Et donc, effectivement, nous avions choisi 2 situations, l'écran ou l'écran couché, l'écran debout ou l'écran couché. Et toujours pareil, c'était toujours la même tâche de pointage, donc c'était toujours une tâche de pointage. Et qu'est-ce qui ressort effectivement de cette étude ? Donc, cette étude a été donc, conduite aussi au Gérontopole sur 31 personnes incluses, donc d'une moyenne d'âge de 77 ans, une répartition hommes-femmes donc majoritaire pour donc, les femmes, avec une moyenne de MMS de 27 et une amplitude pouvant aller de 7 à 30. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'effectivement, ces personnes-là, comme l'a expliqué tout à l'heure le docteur Rumeau, avaient des problèmes visuels, avaient des problèmes auditifs, et pour la moitié d'entre eux, avaient une gêne des membres supérieurs, donc liée à l'arthrose ou à l'arthrite. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, 67% de ces personnes utilisaient un ordinateur ou une tablette. Alors, les résultats qu'il faut retenir, c'est effectivement que, il y a donc le stylet est plus efficace. Donc, il faut retenir que le stylet est plus efficace que le doigt et que quand on utilise le stylet, c'est la position écran qui est la plus adaptée. Donc voilà encore un deuxième exemple d'une situation d'étude où effectivement le tactile va être le support interactif qui sera révolutionné de demain. Et donc dans ce contexte-là, il faut aussi prendre en compte ces techniques d'interaction au doigt ou au stylet et aussi à la position donc, des interfaces dans ces systèmes de rééducation. Alors, ce qu'on peut dire de ces 2 études-là, mais il y en aurait bien d'autres qu'on aurait pu présenter, c'est effectivement l'importance de l'ergonomie dans le succès à l'usage, c'est-à-dire à l'accessibilité des systèmes interactifs donc aux personnes âgées. Ce qui est important aussi, je n'ai pas eu le temps d'en parler, c'est effectivement la prévalence de certains handicaps typiques de la population de plus de 60 ans. Et ce qu'on a pu voir aussi,
c'est la non-conformité entre les résultats observés par des mesures statistiques et des retours de questionnaires, alors qui disaient que les personnes âgées n'avaient pas de difficultés dans ce compte-là. Donc ce qui est important, c'est qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, faire des gérontechnologies accessibles, il ne suffit pas de faire des focus group pour obtenir leur retour d'usage ou des entretiens, mais qu'il faut vraiment les mettre en situation et que c'est donc cette complémentarité entre des données quantitatives et qualitatives qui sont importants dans le champ de l'expérimentation. Donc ce que je voulais dire ici, c'est qu'effectivement, notre approche, donc elle est basée sur, on l'a vu aussi dans l'exposé précédent, sur une méthode de conception centrée utilisateur, dans lequel je voudrais insister sur 2 points. Donc effectivement, il faut comprendre et spécifier le contexte d'usage de ces solutions de gérontechnologie par la participation donc, des professionnels de santé, puisque c'est eux qui vont permettre donc, de définir ce contexte d'utilisation. Par contre, il faut spécifier avec ces professionnels de santé, mais également avec ces personnes âgées. Donc effectivement, dans la spécification des besoins, la participation des personnes âgées et des professionnels est importante. Donc, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que cette évaluation par rapport aux exigences, une fois que ces gérontechnologies sont réalisées, eh bien, il faut effectivement qu'elles soient évaluées par ces 2 types d'usagers. Donc, puisque parfois, ça permet de comprendre si une déficience est mal prise en compte dans le processus de conception, pourquoi la personne âgée ne peut pas utiliser cette technologie-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pareil, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir par rapport à l'appareil que vous avez présenté, où est-ce qu'on peut le trouver? Parce que ce déambulateur, moi, je suis pharmacien, je ne l'ai jamais vu. Alors, ce déambulateur, donc pharmacien, que vous ne l'ayez pas encore revu, c'est peut-être un peu normal, mais vous pouvez vous adresser à la société Gema Life. Donc, G comme Golf, E comme Echo, M comme Mike, A comme Alpha, Life comme la vie en anglais. Vous la trouvez sur Internet, vous avez des films, des démonstrations, tout ce qu'il faut. Alors, ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, je sais que ça existe. J'y étais au début dans les périodes de conception. Après, moi, je n'ai pas de part dans la société ni rien. Donc, après, il faut vous adresser à eux. Je sais qu'ils ont le marquage CE. Le problème pour le LPP, je crois qu'ils avaient contacté déjà, mis en place des contacts, mais je pense que pour l'instant, c'était plutôt, mais là c'est sous réserve hein, ce que je vous dis, plutôt une approche de type B2B, avec plutôt comme cible à ce stade les établissements de SSR et médico-sociaux. Mais ça, n'hésitez pas, hein, vous les contactez, ils vous répondront avec plaisir. Pas d'autres questions? Super. Eh bien, écoutez, un grand merci à vous deux.